enseignez l'histoire de l'Amérique du Nord à l'université de Paris 1. Vous êtes toujours, je crois, directeur du Centre d'histoire nord-américaine, c'est ça? Oui, bien sûr. À l'université d'ailleurs. Oui, oui. Alors vous avez écrit une dizaine de livres consacrés aux États-Unis, et le dernier en date évoque un sujet qui suscite beaucoup d'émotions en Europe et particulièrement en France, qui est la peine de mort aux États-Unis. C'est vraiment un ouvrage dont je vous conseille la lecture, qui est extrêmement bien documenté, très pédagogique, on va essayer de l'être aussi ce soir, qui remet en cause certaines idées préconçues également. On apprend notamment que le débat est beaucoup plus vif qu'on ne le croit aux États-Unis entre les abolitionnistes et les partisans de la peine de mort. Et puis il nous aide à comprendre aussi le fonctionnement du système judiciaire américain, qui est extrêmement complexe et en plus très différent selon les États. On va revenir sur tout ça au cours de cette conférence. D'abord, je voudrais vous demander si vous croyez, comme un ancien ambassadeur des États-Unis à Paris, que vous citez d'ailleurs dans le livre, que ce sujet de la peine de mort provoque finalement plus de révulsions chez les Français que l'hégémonie américaine en général. C'est difficile de faire une comparaison entre la crainte que les Français éprouvent à l'égard de l'hégémonie américaine et la répulsion qu'ils manifestent à l'encontre de la peine de mort. Mais je pense que la peine de mort fait partie des sources de l'anti-américanisme. C'est-à-dire que lorsque l'on parle des États-Unis, on a tendance à généraliser, à présenter toute la nation comme partisan de la peine de mort, alors qu'en fait, j'espère que nous y reviendrons dans le débat, il s'agit d'un certain nombre d'États qui pratiquent la peine de mort. Donc cela veut dire qu'il y a une généralisation, et quand il y a généralisation, cela entraîne automatiquement une déformation de la réalité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants une phrase qu'ils ne manquent jamais de me rappeler. Je dis « les États-Unis, c'est grand ». Alors il est évident qu'à partir de là, je crois que l'on peut tirer un certain nombre de conséquences. Ce qui vaut sur la côte atlantique ne vaut pas nécessairement sur la côte pacifique ou dans le Middle West, et c'est de cela que les Français doivent prendre conscience, parce que sinon, les généralisations entraînent nécessairement des approximations, sinon même des erreurs. Cette révolution, elle peut venir de la mauvaise connaissance du système judiciaire, notamment, vous pensez aussi ? Cela vient de la mauvaise connaissance du système judiciaire, mais il faut aussi reconnaître que dans certains milieux en France, on ne sait pas très bien comment fonctionne le système judiciaire français. C'est vrai. Lorsque l'on fait des comparaisons, encore faut-il avoir des points de comparaison. On cite toujours cette anecdote, ce n'est pas moi qui la cite, mais enfin je la rapporte, de ce jeune qui est arrêté et qui est déféré devant un tribunal et s'adresse au président du tribunal en disant « Votre honneur ». Pourquoi il dit « Votre honneur » ? Parce qu'il a regardé, dans les films, oui. Il a regardé un feuilleton, il a regardé un film. C'est un feuilleton, c'est un film américain où l'on dit « Votre honneur ». Mais il ne connaît pas le système français. Et là encore, quand j'essaye de demander à mes étudiants combien y a-t-il de jurés en France dans un jury, la réponse, c'est le silence. Ça n'est même pas l'erreur, c'est le silence. Alors évidemment, si par la suite j'essaye d'expliquer que les jurys américains sont composés de 12 membres et que les jurys français sont composés de 9 membres plus 3 magistrats, la comparaison perd de son sens, puisqu'il n'y a pas de point d'appui. Donc je crois que c'est la connaissance du droit qui, en France, est un peu trop faible, mais ça ne suffit pas pour expliquer la peine de mort. Il faut aussi la connaissance de l'histoire des États-Unis, de la société, et j'ajouterai d'un élément que l'on oublie souvent en France, de la religion. Car je crois que l'une des idées que l'on doit bien retenir, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui une nation très religieuse. 9 Américains sur 10 croient en Dieu. 9 Américains sur 10 croient en Dieu, et le taux de pratique varie entre 40 et 45%. Alors si l'on sait qu'en France, le taux de pratique est entre 8 et 10, vous voyez que ça fait 4 à 5 fois plus qu'en France. Cela ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas de laïcité. Il y a une laïcité à l'américaine. La séparation des églises et de l'État fait partie de l'un des tout premiers amendements à la Constitution des États-Unis. Donc ça remonte à 1791. Mais c'est une laïcité à l'américaine, c'est-à-dire on tolère toutes les religions.
ça ne veut pas dire que l'État s'écarte de la pratique religieuse. Et la meilleure preuve, c'est que au Congrès, par exemple, chaque session est introduite par une prière qui est dite par un aumônier, on dit un chapelain, un aumônier du Congrès, qui dit une prière interdénominationnelle, c'est-à-dire une prière qui convient à tous, une invocation à Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer ça à l'Assemblée nationale? Le père Jean-Louis Debré, peut-être? Oui, ou peut-être le père Michel Charasse, oui, par exemple, ça serait amusant. Alors on parlera tout à l'heure du poids des autorités religieuses, notamment dans ce débat. Et on va revenir maintenant sur l'histoire. Je voudrais juste évidemment citer les chiffres aujourd'hui de la peine de mort aux États-Unis. Il y a une carte qui parle d'elle-même dans votre livre et qui donne le nombre d'exécutions par État de 1976 au 6 mai 2003. Alors il faut d'abord savoir qu'il y a 12 États aux États-Unis qui ont aboli la peine de mort, ce qu'on sait quand même assez peu, et 38 États plus l'État fédéral qui la pratique, et sur certains États qui la pratiquent encore, en 26 ans, je vois le Dakota du Sud, le Kansas par exemple, n'ont jamais exécuté aucun condamné, le Wyoming un condamné, le Colorado un seul. Alors le record, c'est évidemment, et on ne sera pas surpris, le Texas, 303 exécutions en 27 ans, ce qui est le record absolu. Je crois que le deuxième État, c'est la Géorgie, ou la Floride, 55. Oui, ça, oui. Alors, on va revenir rapidement sur l'histoire des États-Unis et sur l'histoire de la peine de mort, parce que les Américains n'ont pas inventé la peine de mort, en fait. Non, pas du tout. Absolument pas. Ce sont les colons, en fait, au XVIIe, au XVIIIe, qui ont finalement, entre guillemets, importé leur pratique. Oui, c'est-à-dire que la peine de mort en Amérique du Nord, c'est un héritage britannique. Oui. Lorsque les colons se sont installés dans cette partie du continent, ils ont apporté avec eux des mœurs, des pratiques, des règles, des lois qui existaient déjà dans le royaume de Grande-Bretagne. Simplement, ils ont peu à peu adapté ces pratiques et ces lois au contexte, ce qui fait que, au moins au XVIIe et même au XVIIIe siècle, il y a eu un adoucissement de la législation de la peine de mort, parce que si l'on compare la façon dont elle était pratiquée en Amérique du Nord et la façon dont elle était pratiquée dans les îles britanniques, elle était beaucoup plus rigoureuse dans les îles britanniques qu'en Amérique du Nord. Et il y avait en Amérique du Nord, déjà au XVIIIe siècle, un mouvement abolitionniste. Ils ont américanisé finalement petit à petit leurs droits. En fait. Oui, c'est-à-dire que petit à petit, on a donné un peu plus d'importance à l'écrit, tout en laissant bien sûr le précédent, la jurisprudence, tenir une place importante. Et c'est ce qui fait que le droit anglais a été américanisé à partir du XVIIIe siècle. Et américanisé voulait dire humanisé. Donc on n'exécutait pas pour tous les crimes qui étaient prévus dans la procédure anglaise, tous les crimes qui n'étaient pas forcément des crimes de sang. On pouvait exécuter pour un vol, par exemple. Tandis qu'aux États-Unis, on prenait un certain nombre de précautions, on exécutait beaucoup, ça va de soi, puisque toutes ces sociétés pratiquaient la peine de mort, la France aussi. Donc ça veut dire qu'il y avait une sorte de conception générale suivant laquelle les crimes les plus graves devaient être punis par la sanction suprême. Il faut dire qu'à l'époque, ce qui n'existait pas, c'était que l'emprisonnement puisse être une punition. Et que l'emprisonnement devienne une punition et aussi la possibilité d'une rédemption, ça c'est une invention américaine. Parce que quand nous utilisons le mot pénitencier et le système pénitentiaire, cela veut dire que c'est un système qui prépare à la pénitence. Donc c'est un système de rédemption. Et ce système pénitentiaire a été mis au point à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle aux États-Unis. C'est même la raison pour laquelle un Français comme Alexis de Tocqueville a fait le voyage en Amérique dans les années 1830 pour aller examiner le système des prisons américaines, qui était considéré comme un système progressiste, réformiste, beaucoup plus humaniste que ce qui se pratiquait en France. Donc vous voyez, c'est une évolution qui n'annonce pas nécessairement que les États-Unis aillent dans le sens de la cruauté, de la barbarie, c'est tout le contraire. Alors, ce qui est très surprenant, vous parliez de religion tout à l'heure, c'est que vous dites que finalement, la peine de mort dans l'Amérique du Nord coloniale repose sur un double héritage, et alors il y en a un des deux qui est la Bible. Oui. C'est assez curieux, et vous dites effectivement que les abolitionnistes et ceux qui sont partisans de la peine de mort peuvent la lire différemment.
Les adversaires, par exemple, citent l'un des 10 commandements « tu ne tueras pas ». Et alors les puritains, eux, citent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. « Qui verse le sang de l'homme par l'homme aura son sang versé ». Oui, c'est-à-dire que dans ces textes bibliques, on trouve tout et son contraire. Ouais. C'est vrai pour la peine de mort et c'est vrai pour l'esclavage. Lorsque les États-Unis du Sud pratiquaient encore l'esclavage, c'est-à-dire jusqu'en 1865, les esclavagistes disaient « mais c'est autorisé par la Bible ». Et les abolitionnistes répondaient « mais non, c'est interdit par la Bible ». C'est-à-dire qu'en fait, on trouvait les deux opinions. Il en va de même pour la peine de mort. Il y a, suivant les passages, autorisation ou condamnation de la peine de mort. Donc la référence au texte biblique peut donner justement l'occasion d'un débat, et d'un débat important, qui n'est pas simplement un débat théologique, c'est aussi un débat moral, puisque c'est une référence importante et que l'on est dans une nation religieuse. Alors plus la religion est forte, et plus la notion de sanction prend de l'importance. C'est pour ça, par exemple, que les États du Sud, qui sont marqués par un très fort intégrisme protestant, un fondamentalisme même par certains côtés, on appelle ça la Bible Belt, c'est-à-dire la ceinture de la Bible. C'est aussi la Bible Belt qui correspond à la Killing Belt, c'est-à-dire à la ceinture où on exécute. Donc il y a un lien très étroit entre les convictions ou les croyances religieuses et la pratique de la peine de mort. Ce qui ne veut pas dire, je termine par là, ce qui ne veut pas dire que les églises soutiennent nécessairement la peine de mort. Il y a beaucoup d'églises qui disent le contraire. Mais tout dépend de l'interprétation que l'on donne. Tout est dans l'interprétation. Alors la liste des crimes qui sont passibles à peine de mort au XVIIe et au XVIIIe, elle est très très longue en fait. Elle dépend de quoi en fait? Elle dépend essentiellement de ce qu'il y a dans la Bible, parce que il s'agit en fait d'appliquer non seulement les commandements, mais aussi les textes qui interdisent la sodomie, la zoophilie, la pornographie, etc. Donc la liste est très longue, mais ça ne veut pas dire qu'on exécute automatiquement. Ça veut dire en fait que c'est une possibilité. Ça existe, mais ça n'est pas forcément traduit dans la vie quotidienne. En tout état de cause, il est de fait qu'on exécute pour punir un crime, et je le répète, on n'emprisonne pas. L'emprisonnement est limité à 1 jour, 2 jours. Contrairement aujourd'hui. Ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'emprisonnement, c'est juste le moment où l'on met un accusé entre les mains de la justice avant qu'il ne soit exécuté. C'est-à-dire qu'il y a dans ce cas-là un automatisme ou une automaticité. Le crime entraîne la peine de mort. Le jugement, au fond, est presque inutile. Les crimes, alors les exécutions, pardon, sont publiques à l'époque. Oui. Alors on considère, et ça c'est encore un débat qui existe encore aujourd'hui, que c'est finalement assez dissuasif pour le peuple. Il y a plusieurs interprétations. Il y a du monde en plus qui regarde. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs interprétations. Si vous décidez qu'une exécution est publique, les partisans de la peine de mort disent c'est instructif, donc c'est dissuasif. Les adversaires de la peine de mort disent c'est horrible, donc la majorité des spectateurs iront dans le sens de l'abolition. Bon, mais à partir de là, il est évident que le spectacle lui-même est un spectacle de voyeurisme, surtout dans une époque où n'existe pas l'image, où l'on va directement voir l'événement, on ne peut pas le saisir autrement. Et surtout à une époque où les distractions sont rares, les loisirs, c'est une notion qui n'existe pas. Dans la morale puritaine, jouer, c'est pécher. Pécher avec un accent aigu, bien sûr. C'est-à-dire que si on ne peut pas jouer, on ne peut pas avoir des loisirs, donc la seule distraction que l'on a, c'est le spectacle de l'exécution. Alors on s'y précipite. Et quand on va voir une exécution, c'est une manière en somme de sortir du train-train quotidien, c'est une manière de rencontrer des gens qui viennent d'un autre village, c'est aussi pour les pickpockets une manière de faire des affaires. Parce que comme... et les commerçants aussi. Hein. Les commerçants, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, et même encore aujourd'hui, ça c'est j'ai cité ce passage parce que j'ai trouvé que c'était tristement amusant.
c'est que les avocats disent, dans le Texas, les exécutions maintenant ont lieu en fin d'après-midi, et après cela, les restaurants sont encore ouverts. Bon, c'est vous dire que la notion même de commercialisation n'est pas absente de tout cela. C'est-à-dire que c'est vraiment le spectacle. Mais ça n'est pas propre aux États-Unis, ces exécutions en public. On les retrouve bien entendu en Europe. Ça fait partie tout simplement de nos traditions. Il faut l'accepter comme elles sont. Hein. Alors au 19e, il y a quand même un petit changement, c'est que les Américains quand même considèrent que ces exécutions publiques ne dissuadent pas finalement les criminels potentiels et qu'elles habituent au contraire, je cite votre livre, au spectacle de la violence et de la brutalité. Alors c'est un vrai soutien aux abolitionnistes parce qu'ils se disent finalement, si on doit cacher ces exécutions publiques, c'est une forme d'hypocrisie, autant supprimer à ce moment-là la peine de mort. Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe au 19e siècle, c'est que la presse écrite tient une place grandissante. Ouais. Donc les journalistes rapportent ce qu'ils ont vu. Tandis plus besoin de se déplacer, en fait. Tandis qu'au 18e, la presse existait déjà, mais elle était à l'état rudimentaire. Donc si la presse peut rapporter l'événement, il n'est plus indispensable de se déplacer. Et d'autre part, il est de fait que l'immigration commence à transformer la société américaine. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui vivent aux États-Unis. Ils viennent de milieux extrêmement différents. Donc le spectacle de la brutalité, de l'horreur, peut non pas dissuader, mais susciter de nouvelles vocations. C'est-à-dire que si l'on voit comment on brutalise un condamné, est-ce que ça ne va pas pousser certains esprits à brutaliser à leur tour? C'est-à-dire qu'au lieu de dissuader, ça va stimuler. C'est pour cela que les adversaires de la peine de mort pensent qu'il vaut mieux cacher l'exécution, mais si on cache l'exécution, c'est bien la preuve que l'exécution en elle-même a quelque chose de mauvais. Donc ça pourrait favoriser l'abolition. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a des explications contradictoires, et c'est ce qui explique que, aux États-Unis comme ailleurs, petit à petit, l'exécution cesse d'être publique. La dernière exécution publique aux États-Unis date de 1936, mais la dernière exécution publique en France date de 1939. Donc vous voyez qu'il y a quand même une évolution parallèle. Quel est le poids des adversaires de la peine de mort à cette époque, à partir du 18e à peu près? Il y a un Italien d'abord qui a des oui, Beccaria a fait en effet, a publié en effet un traité sur les crimes et sur les délits, dans lequel il recommande l'abolition de la peine de mort, essentiellement parce qu'il dit qu'une société humaine n'a pas le droit de tuer d'autres hommes. C'est-à-dire qu'au fond, elle ne peut pas être criminelle à son tour. Cela a de l'influence dans le milieu des penseurs, c'est-à-dire auprès des gens qui sont révolutionnaires, mais qui écrivent les textes, qui siègent dans les assemblées, et qui constituent une petite minorité. Hein. Ce n'est pas la majorité du tout. Mais d'un autre côté, il faut aussi concevoir qu'au moment où la Révolution américaine a lieu, c'est-à-dire entre 1776 et 1789, il y a un problème qui préoccupe beaucoup les Américains. C'est le problème de l'esclavage. C'est déjà un premier mouvement abolitionniste. Alors, les propriétaires d'esclaves dans les États du Sud sont évidemment hostiles à l'abolition. Et ils disent, si on abolit la peine de mort, cela nous enlève un moyen de répression, c'est-à-dire que nous n'avons plus, en somme, la possibilité de tenir nos esclaves sous notre autorité. Nous risquons d'avoir des révoltes serviles. Et ça, la révolte servile, c'est ce que redoutent le plus les États esclavagistes. Il y a eu des révoltes serviles. Et les révoltes serviles ont fait des dizaines de morts parmi les Blancs et parmi les Noirs. Mais la peine de mort est conçue à ce moment-là comme inhérente à la société esclavagiste. Et c'est pour cela, d'ailleurs, c'est une autre explication qui fait que les États du Sud d'aujourd'hui ont conservé cette tradition de violence, de répression, de brutalité qu'ils ont hérité du temps où l'esclavage existait. Donc c'est pas un hasard si finalement au milieu du 19e, les États qui abolissent la peine de mort sont finalement uniquement quasiment des États du Nord. Hein. Ce sont des États, Michigan, oui, ce sont des États du Nord ou du Middle West, ouais. C'est-à-dire des États nouvellement constitués et des États qui sont marqués par le réformisme protestant, c'est-à-dire la volonté de changer la société
en fonction des enseignements bibliques, mais des enseignements bibliques qui sont interprétés dans un sens libéral. Donc c'est plutôt là qu'on voit. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est que comme la décision d'avoir ou de ne pas avoir la peine de mort dépend de chaque État, tout à l'heure on a rappelé qu'il y avait 38 États aujourd'hui qui ont la peine de mort dans leur législation et 12 qui ne l'ont pas. Donc ça n'est pas une question qui puisse être réglée par une loi fédérale. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des États dans lesquels une majorité dans les assemblées législatives vote l'abolition, puis la majorité est renversée, la nouvelle majorité vote le rétablissement. Ce qui veut dire que l'abolition n'est pas nécessairement définitive. Elle peut être liée à un moment politique, rien de plus. Et c'est pour cela, en somme, qu'il y a des États qui prennent une décision comme celle-là au milieu du XIXe siècle, et puis quelque temps après, ils reviennent sur leur décision en se disant non, finalement, il y a beaucoup de crimes sur notre territoire. Pour lutter contre la criminalité, il faut employer les grands moyens, donc nous rétablissons la peine de mort. Et vous avez encore la même attitude aujourd'hui, parce que en 1995, donc il n'y a pas si longtemps, l'État de New York, qui était abolitionniste, a élu un gouverneur républicain, qui est toujours au pouvoir d'ailleurs, et qui avait fait campagne en promettant de rétablir la peine de mort. Une fois élu, il a obtenu des assemblées législatives que la peine de mort soit rétablie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État de New York fait partie des 38. C'est pour cela que les chiffres peuvent varier suivant les moments. C'est une autre caractéristique des États-Unis. Quand on ne sait pas bien répondre à une question, il faut toujours dire « ça dépend des États ». Alors c'est vrai qu'on parlait de la cruauté des exécutions, et c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'exécutions à l'époque et qui sont plus cruelles les unes que les autres, parce que les pendaisons en général ça ne fonctionne pas toujours. On est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. Même si vous citez le nom d'un condamné notamment, qu'on essaie d'exécuter une première fois, ça ne marche pas, pourtant il souffre beaucoup, et il est exécuté quelques jours plus tard une deuxième fois, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que en fait tous les modes d'exécution donnent des cas de ce genre, aussi bien la pendaison que la chaise électrique, l'injection létale peut-être un peu moins, mais en tout cas tous les cas qui sont antérieurs à 1970 donnent des situations un peu comparables. Alors vous racontez la naissance de la chaise électrique, et alors on est surpris d'apprendre que finalement on la doit en quelque sorte à Thomas Edison, qui est quand même l'inventeur de l'ampoule électrique, du phonographe, du projecteur cinématographique. Et finalement, la construction de cette chaise que vous allez nous raconter fait partie de l'histoire des concurrences industrielles. C'est hallucinant cette histoire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Thomas Edison est un grand inventeur. Je pense qu'on le sous-estime un peu en l'oubliant. Il a inventé des machines. Parfois, on dit que ça n'est pas uniquement lui, puisque on sait bien que le phonographe a été aussi inventé par Charles Cros. Mais enfin, ça, ce sont les Français qui le disent. Les Américains disent que c'est plutôt Thomas Edison. Vous savez, il y a toujours des conflits sur les inventions. Par exemple, le baseball. Je reviendrai sur la peine de mort dans un instant. Le baseball, qui est le jeu national aux États-Unis, au temps de la guerre froide, les Soviétiques disaient « pas du tout ». C'est nous qui avons inventé le baseball avant les Américains. Il y avait un jeu qu'on appelait le baseball. Et le baseball, c'était un jeu russe. Il a été exporté en Amérique. Donc, vous voyez, il y a toujours des conflits pour savoir qui a inventé quoi. Alors, en ce qui concerne Thomas Edison, il a une responsabilité, et cette fois-ci une responsabilité lourde, dans l'introduction de la chaise électrique. Ça se situe dans les années 1880. À New York, on cherche un moyen pour exécuter plus proprement que par la pendaison. Et comme c'est une période où la science et la technologie font de grands progrès, on se dit on va chercher du côté de la science et de la technologie, et en particulier du côté de l'électricité. Et alors là, il y a deux hommes qui sont en concurrence, Thomas Edison et George Westinghouse. Westinghouse, on le connaît mieux aujourd'hui par l'invention du frein, et notamment du frein sur les trains. Et alors, les deux hommes sont en concurrence, mais Thomas Edison est favorable au courant continu, tandis que George Westinghouse est favorable au courant alternatif. Mais n'importe comment, George Edison est contre la peine de mort. Alors il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je voudrais bien avoir le marché, mais en même temps, je voudrais bien
faire un sale coup à mon concurrent. Alors il se présente comme étant celui qui peut éventuellement trouver la machine qui permettra d'exécuter par l'électricité les condamnés à mort, mais il propose d'utiliser le courant alternatif, c'est-à-dire celui de Westinghouse, pour démontrer que dans l'usage quotidien, en dehors de la peine de mort, le courant alternatif est infiniment plus dangereux que le courant continu. Donc il se met à la tâche, il fabrique la chaise électrique sur les conseils d'un dentiste, parce que les dentistes et les médecins jouent un rôle très important. D'ailleurs, la chaise électrique, c'est exactement la chaise du dentiste. C'est conçu comme cela. Non, mais je ne plaisante pas, c'est vrai. On y souffre encore un peu parfois, mais oui, pas dans les mêmes proportions, bien sûr. Et alors, la première exécution qui a lieu en 1890 donne lieu à une véritable boucherie, parce qu'elle est ratée du début jusqu'à la fin. Ah oui, vous dites 2 décharges sont nécessaires. La première dure 17 secondes, insuffisante. La deuxième dépasse la minute. Veine et artères éclatent. Une terrible odeur de brûlé envahit la pièce. Les cheveux flambent. Enfin bon. Oui, parce que les journalistes étaient présents. Ouais. Donc, ce sont les journalistes qui racontent. On a un témoignage direct. Mais il faut quand même se rappeler que si cette première exécution a raté, les suivantes ont été un peu mieux menées. Je crois que la troisième a aussi raté d'ailleurs. Mais enfin, disons que par la suite, ça a plutôt donné de meilleurs résultats que la pendaison, parce que le grand avantage de la chaise électrique, pardonnez-moi d'entrer dans ces détails horribles, mais le grand avantage de la chaise électrique, c'est qu'il n'y a pas de bourreau. C'est-à-dire qu'au fond, il suffit qu'il y ait un gardien de prison qui baisse la manette. Donc il est bourreau, bien sûr, mais il n'exécute pas lui-même. Ils ne sont pas 2 d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y en a un qui... Il y en a un qui baisse une manette qui ne donne rien et l'autre qui baisse la bonne manette. Comme ça, ils ne savent pas. Donc, autrement dit, c'est considéré comme une humanisation de l'exécution. Et en même temps, c'est ce qui donne notre mot électrocution, puisqu'il s'agit d'un mélange entre électricité et exécution. Donc l'électrocution provient justement de cette invention de Thomas Edison qu'il a faite essentiellement pour emporter le marché de l'électricité et pas forcément le marché de la chaise électrique. Qu'il a perdu en fait, au bout du compte. Il a perdu. Ouais. Et les chambres à gaz, c'est venu un peu plus tard? Alors les chambres à gaz, évidemment le mot évoque une toute autre période et de toute autre circonstance, mais les chambres à gaz ont été inventées à la fin des années 1910 et elles ont commencé à entrer en fonctionnement dans les années 1920 pour certains États de l'Ouest. D'ailleurs, la pratique existe encore. Les condamnés à mort peuvent avoir le choix entre plusieurs modes d'exécution. Donc l'idée de la chambre à gaz, c'est un réduit qui est fermé, hermétiquement fermé de toutes parts, et on introduit des pastilles qui dégagent des gaz asphyxiants, de telle sorte que le condamné meurt par asphyxie, mais dans des conditions qui ne sont guère plus satisfaisantes que la chaise électrique. Là encore, il s'agit de trouver un mode d'exécution qui soit moins cruel, qui soit davantage fondé sur l'humanisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on crée un mode d'exécution, disons, plus humain, si on peut parler ainsi, à chaque fois que l'on crée un mode d'exécution plus humain, on renforce la position des partisans de la peine de mort. Parce qu'ils disent au fond, vous voyez, on y arrive sans atrocité, on y arrive sans douleur, on exécute proprement. Donc la chaise électrique est considérée comme un progrès par rapport à la pendaison. La chambre à gaz a un peu moins de succès que la chaise électrique. Et puis, depuis déjà une bonne vingtaine d'années, l'injection létale ou l'injection mortelle, elle, est une médicalisation de l'exécution et en conséquence, là aussi, c'est considéré comme un progrès qui va dans le même sens, qui satisfait en somme la sensibilité ou l'insensibilité, vous choisirez le terme, des partisans de la peine de mort. Vous citez le chiffre entre 1918, si on continue à remonter l'histoire, et 1959 de 5000 exécutions. Oui. C'est quasiment un record, enfin il n'y a jamais eu autant... C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette période-là? On n'est pas très sûr des chiffres, parce que les statistiques n'étaient pas bien tenues. C'est-à-dire que c'est une période au cours de laquelle il y a plusieurs facteurs qui s'ajoutent. D'abord, c'est une période de ségrégation raciale. Entre 1896, c'est un arrêt de la Cour suprême, et puis le début des années 1960,
la ségrégation raciale touche l'ensemble de la société des États du Sud. Pas de tous les États-Unis, mais des États du Sud. C'est-à-dire que dans les États du Sud, du berceau au cercueil, en passant par l'armée, en passant par les activités sportives, tout est séparé. Les Noirs et les Blancs ne sont pas au même endroit. Donc c'est le même état d'esprit que celui que j'évoquais tout à l'heure. Pour maintenir les Noirs à leur place, il faut pratiquer des exécutions capitales, en particulier sur les Noirs qui sont accusés de viol. C'est une véritable obsession dans les États du Sud, le viol d'une blanche par un Noir ou par plusieurs Noirs, suivant les cas. Donc là, ce ne sont pas forcément des exécutions à la suite des crimes de sang, ça peut être des exécutions en fonction de ce que nous considérons, nous, comme un crime, certes, mais qui aujourd'hui, par exemple, ne fait plus l'objet d'une condamnation à mort aux États-Unis. Donc c'est pour cela que les chiffres sont élevés, mais ça n'est pas que pour cela. La Seconde Guerre mondiale, pardon. Alors la Seconde Guerre mondiale, non, parce qu'il y a eu des déserteurs qui ont été condamnés à mort, mais il n'y a eu qu'une seule exécution. Donc c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi le fait que l'on est dans une société qui, cette fois-ci, tâche d'intégrer ces immigrants et se trouve prise dans une série de contradictions, parce que c'est l'époque de 1920 de la prohibition des boissons alcoolisées, c'est l'époque également dans les années 1930 où les gangsters font des merveilles, pensez à Bonnie et Clyde par exemple, c'est-à-dire que c'est une époque où la répression doit être particulièrement vigoureuse parce que la société est en pleine crise économique et sociale. Donc cela explique, si vous voulez, le nombre d'exécutions, et en même temps, cela veut dire que le mouvement abolitionniste, dans ces années-là, a beaucoup reculé du fait de la chaise électrique et de la chambre à gaz. N'oubliez pas mon explication de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où l'on estime que les exécutions sont faites proprement, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on pense qu'on n'en est plus au stade de la pendaison, et même quand certains États pratiquent encore la pendaison, ils le font dans des conditions qui sont plus satisfaisantes ou moins horribles qu'on ne le faisait au XIXe siècle. Alors il y a une date très importante dans l'histoire de la peine de mort aux États-Unis qu'on a sans doute oublié un petit peu vite, mais qui tend en tout cas à prouver que les Américains réfléchissent sur ce sujet, c'est 1967, puisque alors là il y a un moratoire qui est décidé, et pendant 10 ans aucune exécution. Oui. Et là la Cour suprême, qui est vraiment l'instance supérieure aux États-Unis, réfléchit, mais sur quel thème finalement est-ce qu'elle réfléchit, qu'est-ce qui fait arrêter C'est-à-dire qu'entre 1967 et 1976, il y a ce qu'on appelle un moratoire. Le moratoire, ça veut dire qu'on n'exécute plus tant que la Cour suprême n'a pas rendu son arrêt. Donc ce qu'on oublie, c'est que pendant ces 10 ans-là, il n'y a eu aucune exécution aux États-Unis. Et si vous en voulez une preuve très précise, par exemple, le 5 juin 1968, le frère de John Kennedy, Robert Kennedy, a été assassiné dans un hôtel de Los Angeles en Californie, juste après sa victoire dans les primaires démocrates. Son assassin, Sirhan B. Sirhan, vit encore. Il a été condamné à mort, mais il n'a pas été exécuté, parce que le procès a eu lieu dans cet intervalle et que l'on n'exécutait plus, ce qui veut dire que régulièrement, Sirhan B. Sirhan demande sa libération conditionnelle. Il ne l'obtient pas, compte tenu de la gravité de son crime, mais il vit encore. Donc, si vous voulez, pendant ces 10 années, on peut penser que la Cour suprême est sur le point d'abolir. Alors pourquoi ? Eh bien parce que on lui demande si la peine de mort ne constitue pas un châtiment cruel et inhabituel. C'est l'expression châtiment cruel et inhabituel qui figure dans le 8e amendement à la Constitution, un amendement adopté, comme les 10 premiers d'ailleurs, en 1790-1791. Donc c'est à la Cour suprême de le dire. Elle s'est prononcée auparavant. Dans certaines circonstances, elle a répondu non, ça n'est pas un châtiment cruel et inhabituel. Il n'est pas inhabituel puisqu'on le pratique, et il n'est pas cruel puisqu'on a trouvé de nouvelles méthodes d'exécution. Donc elle réfléchit maintenant dans un contexte nouveau. Et en 1972, elle rend un arrêt dont on dit souvent que c'est l'abolition de la peine de mort. Ce n'est pas du tout ça. En 1972, elle dit
la manière dont les États ont défini la condamnation à mort n'est pas suffisamment homogène pour que l'on puisse penser que tous les accusés bénéficient des mêmes garanties. Il faut donc que l'on revoie les textes. Alors si l'on revoit les textes, on peut décider d'abolir ou on peut décider de maintenir, mais à condition de respecter les droits des accusés. Et le deuxième arrêt important est postérieur de 4 ans, il date de 1976. La Cour suprême constate qu'un certain nombre d'États ont mis en place des dispositions nouvelles, et notamment un double jury, c'est-à-dire un jury qui décide d'abord de la culpabilité, puis un deuxième jury qui décide s'il y a des circonstances aggravantes ou atténuantes. Et c'est le deuxième jury qui, en fonction des circonstances aggravantes, peut prononcer la peine de mort. Donc le système des deux jurys est alors adopté par les États qui ont décidé de maintenir la peine de mort. D'ailleurs, la Cour suprême en profite pour interdire à ce moment-là qu'il y ait d'abord automatisme, c'est-à-dire un crime, quel qu'il soit, n'entraîne pas nécessairement la peine de mort, puisqu'il doit bien y avoir décision des deux jurys. Et d'autre part, la Cour suprême décide également que le viol, qui n'est pas un crime de sang, ne sera pas puni de la peine de mort. Reste évidemment à chaque État à définir la liste des crimes qui sont susceptibles du châtiment suprême, c'est-à-dire non seulement assassinat, donc assassinat ça veut dire meurtre avec préméditation, mais en plus des circonstances aggravantes comme par exemple le viol, le vol, le kidnapping, enfin bref, toute une série de dispositions qui d'ailleurs varient d'État en État, mais qui nécessitent que le deuxième jury se prononce sur les circonstances aggravantes ou atténuantes. Alors, j'ajoute pour être complet qu'il y a une situation dont nous avons eu écho il y a quelques jours, c'est le cas de ce tueur en série dans l'État du Washington, donc du côté de Seattle. Ce tueur reconnaît avoir assassiné 48 femmes depuis 1982, et dans sa perversité ajoute qu'il n'est pas très sûr du chiffre parce que c'est peut-être plus élevé que 48, il ne se rappelle plus. Il ne se rappelle plus combien il en a assassiné, il ne se rappelle plus où il les a enterrés, mais ce qui est certain, c'est qu'il en a assassiné beaucoup. Et alors, il a obtenu du procureur, dont nous reparlerons dans un instant, il a obtenu du procureur qu'il puisse plaider coupable, c'est-à-dire qu'en fait, le premier jury n'est plus utile, puisque le premier jury décide de la culpabilité. L'accusé dit « je suis coupable ». Bon, alors il n'y a plus de premier jury. Il resterait que le deuxième. Mais pour avoir reconnu sa culpabilité, il a négocié, et au terme de cette négociation, il a maintenant la certitude qu'il ne sera pas condamné à mort, et en tout cas que la peine de mort ne sera pas requise. C'est-à-dire que là, c'est un arrangement à l'amiable, mais il sera évidemment, s'il a commis 48 assassinats, condamné 48 fois à la prison à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle. Ce qui revient d'ailleurs à une mort lente. Vous parliez tout à l'heure justement de cette inégalité des Américains un petit peu devant l'injustice, parce que c'est vrai qu'elle est très différente selon les États, et vous disiez, c'est vrai que la Cour suprême s'est prononcée finalement sur cette inégalité au départ. Et alors on pourrait se demander, quand on ne connaît pas bien le fonctionnement effectivement des États-Unis, pourquoi le Congrès ne dit pas, effectivement, on va voter une loi qui sera applicable partout. C'est-à-dire que là, vous appelez... Ça choque vraiment les Français, oui, je sais, vous appelez deux réponses. La première réponse, c'est tout d'abord, à la question suivante, est-ce que les Américains sont égaux devant la loi lorsqu'il s'agit de la peine de mort? Réponse, non. Si vous, je dis vous en général, si vous commettez un crime de sang aggravé dans l'État du Vermont, c'est un État abolitionniste, vous ne serez pas condamné à mort. Si vous commettez le même crime dans les mêmes conditions au Texas, vous serez condamné à mort et exécuté. Si vous commettez le même crime dans les mêmes conditions, par exemple dans l'État du New York, vous serez condamné à mort, mais vraisemblablement pas exécuté. Car il ne faut pas oublier
que 9% seulement des condamnés à mort sont exécutés. Donc ça veut dire qu'il y a là une inégalité devant la loi. Mais cela tient au régime fédéral. C'est-à-dire que les États fédérés disposent des compétences qu'ils n'ont pas cédées à l'État fédéral. Aux États-Unis, ce n'est pas l'État fédéral qui a décentralisé. Ce sont les États fédérés qui ont créé un État fédéral. Donc c'est l'inverse. Et qui ont délégué des compétences. Ils n'ont pas délégué celle-là. Donc chaque État est libre de décider ce qu'il souhaite. C'est le principe de la souveraineté populaire. Et il est évident, ça me permet de répondre à votre question, il est évident que dans cette perspective-là, si le Congrès fédéral vote une loi qui dit abolition de la peine de mort, il va à l'encontre de la Constitution. C'est-à-dire que la Cour suprême déclarera cette loi inconstitutionnelle. Donc cette loi ne pourra pas être appliquée. Alors comment faire si l'on veut décider que toute la nation passe dans le camp des abolitionnistes? C'est la Cour suprême alors en fait. Alors il y a deux moyens. Le Congrès peut adopter un amendement à la Constitution, et cet amendement à la Constitution serait applicable par tous les États. Par exemple, un amendement qui donne le droit de vote aux femmes, adopté en 1919. Par exemple, un amendement qui établit la prohibition des boissons alcoolisées, je l'ai cité tout à l'heure, il est adopté en 1919 également, et il est aboli par un autre amendement d'ailleurs en 1934. Bon, parce qu'aujourd'hui, rassurez-vous, la prohibition n'existe plus aux États-Unis. Encore que dans certains comtés, bon. Mais ça signifie que la procédure de l'amendement est très lourde. Il faut que le Congrès fédéral adopte le texte à la majorité des 2/3 et que les États, ensuite, approuvent le texte à la majorité des 3/4. Or, les 3/4, ça fait 38 sur 50. Or, précisément, il y a 38 États qui ont la peine de mort. Il n'y en a que 12 qui sont abolitionnistes. Donc cet amendement n'a aucune chance de passer, sans compter qu'au Congrès fédéral, il ne passerait pas davantage. Alors, deuxième possibilité, la Cour suprême. Si la Cour suprême rend un arrêt en disant « c'est un châtiment cruel et inhabituel, on ne peut plus continuer comme cela », évidemment, c'est applicable par tous. Mais tout dépend de la composition de la Cour suprême. Il y a 9 juges qui siègent, ils sont nommés par le président avec l'approbation du Sénat. Ils ont été nommés, pour certains d'entre eux, il y a longtemps, pour d'autres par le président Reagan, pour d'autres encore par des présidents plus récents. Et le résultat de tout cela, c'est que la majorité à la Cour suprême est plutôt en faveur de la peine de mort. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas, dans les circonstances actuelles, penser qu'il puisse y avoir un arrêt de la Cour suprême qui interdise la peine de mort. Jusqu'à quand? Je ne sais pas, vous savez, les juges, où qu'ils siègent, finissent par mourir. Mais il faudrait quand même que ce soit un président des États-Unis qui soit contre la peine de mort, finalement. Ben oui, parce que c'est lui qui les nomme. Ouais. Donc, comme actuellement le président des États-Unis est pour, Ça, oui. on ne voit pas très bien comment ça pourrait changer. Et cela dit, la plupart, tous les présidents des États-Unis, pas la plupart, tous les présidents des États-Unis jusqu'à maintenant ont été pour la peine de mort. Je cite Clinton, le cas notamment. de Bill Clinton, qui était en campagne électorale en 1992, il n'était pas encore président, il était gouverneur de l'Arkansas. Et là, il y avait un condamné à mort, débile mental. Et donc, débile mental, c'est encore pire, parce que maintenant, on n'exécute plus les débiles mentaux. Mais en 1992, on les exécutait. Bill Clinton a laissé tomber sa campagne, s'est précipité en Arkansas pour refuser la grâce de ce condamné à mort, qui était si débile mental que quand on lui a donné son dernier repas, vous savez, le repas pentagruélique auquel tous les condamnés à mort ont le droit, quand on lui a donné son repas, ce débile mental a dit « Je ne prends pas mon dessert, je le finirai tout à l'heure. » Bon, ça fait rire, mais quand même, ça laisse quelques doutes sur les sentiments abolitionnistes de Bill Clinton. Et Hillary Clinton s'est prononcée pour la peine de mort. Al Gore, le vice-président de Clinton, s'est prononcé pour la peine de mort. Donc, il n'y a pas d'homme politique qui puisse faire carrière s'il est contre la peine de mort. Il y en a eu un. C'était le candidat démocrate à la présidence en 1988,
Michael Dukakis, qui était gouverneur du Massachusetts et qui se présentait contre George Bush, le père. George Bush, le père, dans un débat télévisé, l'a littéralement ratissé. C'est-à-dire qu'il lui a posé une question très simple. Il lui a dit « Supposons que votre femme soit violée, est-ce que vous condamnerez à mort celui qui l'a violée ?» L'autre a été pris de court, il ne savait pas très bien quoi répondre. En plus, dans le Massachusetts, on venait de libérer un condamné à la prison à perpétuité qui était allé commettre un crime dans l'État du Maryland. Donc le candidat républicain n'a eu aucune difficulté à prouver que Michael Dukakis ne pouvait pas tenir la route. Et Michael Dukakis, pour cette raison et pour quelques autres, a été largement battu par George Bush. Donc un homme politique qui prend parti contre la peine de mort prend aussi parti contre son élection. Alors, pour essayer de bien comprendre le fonctionnement de la justice, on va essayer d'analyser un peu les différents échelons de cette justice américaine, très intéressant d'ailleurs, où d'ailleurs argent, incompétence et pouvoir font plutôt bon ménage, on va voir ça. Alors d'abord, si on commence par le plus haut, dans chacun des comtés de chaque État, puisqu'il y a en fait des comtés dans les États, vous me disiez tout à l'heure, c'est à peu près combien? 3200. 3200, donc ce qui fait 60 comtés à peu près par État en moyenne. En moyenne, oui. Donc dans chaque comté, il y a un procureur qui est en fait celui qui décide si oui ou non la personne est coupable, déjà, premièrement. Bon, alors, c'est-à-dire que là, il faut déjà faire la comparaison avec le système français. Dans le système français, il y a un juge d'instruction qui enquête à charge et à décharge. Dans le système américain, il n'y a pas de juge d'instruction. C'est-à-dire que la procédure est accusatoire, mais elle est accusatoire et contradictoire, bien sûr, mais ça veut dire que c'est le procureur qui mène l'enquête pour conforter, pour consolider, pour épaissir le dossier d'accusation. Et ce sont les avocats qui mènent la contre-enquête pour défendre leurs clients. Il n'y a pas de partie civile. Alors les parties civiles n'existent pas non plus. Donc c'est le procureur qui décide qu'il y a nécessité d'enquêter et en même temps de traduire en justice. Il est aidé par un premier jury qu'on appelle en anglais le grand jury, c'est un mot d'origine française parce que c'est passé par l'Angleterre, et qu'il faut distinguer du petit jury, du petit jury, qui lui correspond à notre cour d'assises. Bon, alors le grand jury met en accusation, mais en général c'est le procureur qui le fait à sa place, et à partir de ce moment-là, c'est lui qui va trouver les preuves pour soutenir l'accusation. Ce procureur est élu. Élu par le peuple. Il est élu dans le comté par les électeurs du comté. C'est une élection qui a lieu généralement tous les 4 ans. Vous savez, quand on est électeur aux États-Unis, c'est un métier. C'est-à-dire que lorsque l'on va voter, généralement le mardi qui suit le premier lundi de novembre, parce que ça c'est la loi dans beaucoup d'États, on a un long bulletin à remplir. Alors il y a bien des fonctions pour lesquelles il faut élire le titulaire. Et parmi ces fonctions, il y a celle de procureur. Alors il y a donc des procureurs républicains, il y a des procureurs démocrates, ou il y a des procureurs qui sont soutenus par les deux partis, ça peut arriver, mais en tout état de cause, ils représentent la volonté des électeurs du comté. C'est-à-dire que c'est le principe de la souveraineté populaire. Et ça donne vraiment lieu à une vraie campagne, un peu style campagne politique? Oui, ça peut donner lieu à une vraie campagne. Il y a des candidats à la fonction de procureur qui disent « élisez-moi, vous verrez, j'en exécuterai plusieurs ouais. ». D'autres qui promettent d'être plus cléments si ils savent que leur électorat va dans ce sens. C'est-à-dire qu'au fond, ils agissent comme des hommes politiques. Ce sont des hommes politiques. Et d'ailleurs, on se rend compte que beaucoup ont ensuite accédé, c'est un peu le danger, à des fonctions politiques très importantes, parce que Giuliani, l'ancien maire de New York, était procureur. Et même auparavant, il y a eu un procureur célèbre à New York qui était Thomas Dewey. Thomas Dewey est devenu gouverneur de l'État de New York, et ensuite il a été 2 fois candidat à la présidence, en 1944 et en 1948. En 1948, il a manqué d'être élu d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est une carrière qui peut mener très haut. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à juger là-dessus, parce que le système français, c'est le système de la nomination. Donc, notre problème à nous, c'est de savoir dans quelle mesure la justice est indépendante du pouvoir exécutif. Le problème aux États-Unis, c'est de savoir dans quelle mesure la justice est indépendante de l'opinion publique. Voilà, vous trancherez. Oui. Mais il faut en somme poser le problème en ces termes. C'est-à-dire que le procureur, dans un comté particulièrement répressif, sera lui-même répressif. Parce que sinon, il ne sera pas réélu. C'est aussi simple que cela.
Il incarne la volonté de ses électeurs. Donc, en ce sens, il a un pouvoir considérable puisqu'il dispose de l'administration qui lui permet de mener son enquête, de l'argent nécessaire pour trouver les témoins, pour les interroger, enfin bref, pour faire que son dossier soit convaincant. Mais c'est un procureur qui est quand même entre les mains des électeurs. Vous savez, la plupart des fonctions locales sont électives. Par exemple, le shérif. Vous savez, le shérif, on fait quand même des films très nombreux. Le shérif est un élu. Le juge de paix, celui qui juge qui tranche les affaires mineures, est un élu. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir fait un excès de vitesse dans l'État d'Utah. Bon, les policiers m'ont arrêté, ils m'ont traîné devant le juge de paix. Je leur ai dit, je suis français. Ils m'ont dit, ça nous est égal. Non, c'était encore plus. Non, c'était pas cette année. D'accord, heureusement pour vous. Ça nous est complètement égal. Il m'a dit, voilà, vous avez fait 15 miles de plus que la limite de vitesse. À l'époque, c'était $1 par mile, donc vous me devez une amende de $15. Alors je lui ai dit, mais c'est embêtant parce que moi je suis étranger, quand vous venez en France, alors il m'a toujours répondu que ça lui était égal, et que n'importe comment, si je ne voulais pas payer mes $15, je pouvais. Mais dans ce cas-là, il me mettait 15 jours en prison. Bon, alors j'ai essayé de réfléchir à ce qui était le plus intelligent, j'ai payé. Bon. Mais c'est pour vous dire que les juges de paix sont aussi élus, parce que, au fond, pourquoi est-ce qu'ils me mettaient cette amende? C'est pas parce que j'étais français, c'est parce que ces électeurs vont lui dire, vous faites respecter la limite de vitesse ou vous ne la faites pas respecter? Si vous ne la faites pas respecter, nos enfants sont en danger, les piétons peuvent être écrasés, la ville est menacée, donc il faut qu'il soit sévère. Eh bien, le procureur, dans une affaire évidemment beaucoup plus dramatique, est exactement placé dans la même situation. Le juge, quelle est son influence par rapport au procureur en fait? Alors, le juge est chargé de faire l'arbitre. C'est-à-dire que votre honneur, ouais. Votre honneur tranche. Il écoute le procureur, il écoute la défense, objection accordée, objection refusée, et ça c'est des choses qu'on voit très souvent. Le juge lui-même est élu. Dans quelques circonstances, il n'est pas élu, parce que là encore, suivant ma phrase de tout à l'heure, ça dépend des États. Mais dans quelques circonstances, il n'est pas élu, mais la plupart du temps, il est élu, le juge. Il est élu pour être juge, c'est-à-dire pour faire l'arbitrage entre l'accusation et la défense pendant le procès. Voilà, ça c'est sa fonction à lui. Mais il n'est pas chargé de donner le verdict, sauf quand je parle de cas qui entraînent la peine de mort. Il n'est plus chargé de donner le verdict parce que ça faisait partie des dispositions qui ont été acceptées par la Cour suprême en 1976, mais tout récemment, la Cour suprême a refusé que ce soit le juge qui fixe le verdict, puisqu'il y a un deuxième jury qui, lui, est chargé de décider si oui ou non la peine de mort sera appliquée. Alors évidemment, leurs convictions personnelles entrent aussi en compte, c'est un peu aussi le même problème que le procureur, mais ce qui est quand même le plus dérangeant dans votre livre, c'est lorsque vous parlez des jurés qui sont alors tirés au sort, comme en France, sur les registres électoraux, mais alors ensuite ils sont réunis en présence donc du juge, de l'avocat et du procureur, et là ils sont soumis à des interrogatoires absolument incroyables, et ça peut même durer, vous dites, des jours et des semaines. Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi ce que je regrette, c'est qu'actuellement il y a de véritables travaux pratiques qui ont lieu aux États-Unis, puisque le procès du sniper de Washington est en cours, et l'on a choisi les jurés il y a quelques jours. Ça a duré, je crois, une quinzaine de jours. Mais ça, c'était relativement rapide, ça peut être beaucoup plus long. Pourquoi ? Parce que, là encore, suivant les États, chacune des parties a la possibilité de rejeter un candidat juré s'il a de bonnes raisons de le faire. C'est le cas en France, ça aussi. Ça, c'est le cas en France. Ouais. En plus, il a la possibilité, et le nombre est fixé dans chaque État, de rejeter des jurés sans donner la raison. C'est-à-dire que ce que cherche le procureur, ce que cherche l'avocat, c'est d'avoir un juré ou des jurys qui correspondent exactement à la cause qu'il défend. Donc le défenseur cherche à avoir des jurés compréhensifs et le procureur cherche à avoir des jurés répressifs. Donc il le fait en fonction des renseignements qu'il a sur la personne. Alors quelquefois ça a donné lieu à des excès qui ont été dénoncés, c'est-à-dire que dans certains États,
les procureurs établissaient la liste de ceux qu'il ne fallait pas prendre. Donc il ne fallait pas prendre de noirs, il ne fallait pas prendre de juifs, il ne fallait pas prendre de femmes. Alors ça, c'est interdit en principe. Alors normalement, vous dites qu'il est interdit de prendre en considération l'appartenance à une minorité raciale, ethnique ou nationale, mais en fait, dans la réalité, effectivement, l'interdiction est contournée. Le seul point qui soit autorisé, c'est par exemple si vous avez un juré ou un candidat juré qui dit « je suis contre la peine de mort ». Ça veut dire qu'il est contre la loi de l'État. Alors s'il est contre la peine de mort, c'est une bonne raison pour ne pas le prendre. Mais ça veut dire que les jurys sont composés de gens qui sont favorables à la peine de mort. Et inversement dans les États qui l'ont abolie. Alors dans les États qui l'ont abolie, il n'y a pas de procès pour la condamnation à mort. Oui, mais donc il y a des procès pour la détention à perpétuité. Alors là, les questions sont différentes. Donc il s'agit simplement des États où la peine de mort est prévue. Alors vous citez, c'est une enquête du Dallas Morning News que vous citez, une enquête en 85 qui constate que sur 434 jurés potentiels, 467 noirs ont été retenus, soit 10%, alors que la population noire de la circonscription dépasse les 18%. Première surprise. Mais sur les 467 noirs, le procureur est parvenu à en écarter 405, ce qui donne la proportion de 4% de jurés noirs. Oui. Alors là, vous avez une allusion à ce que nous appelons en France actuellement le communautarisme. C'est-à-dire que le communautarisme, c'est une politique officiellement établie aux États-Unis. Les communautés sont représentées proportionnellement à leur présence dans la population. Par exemple dans la police, par exemple dans l'armée, par exemple à l'université, avec la discrimination positive, dont j'ai vu d'ailleurs qu'on pense l'importer en France, ce qui veut dire qu'on a déjà commencé à importer le fameux marchandage que j'évoquais tout à l'heure, là, le plea bargaining, mais pour des affaires secondaires. Maintenant, on va peut-être importer la discrimination positive. Ça veut dire que les communautés doivent être représentées proportionnellement à leur présence. Alors si, par exemple, vous êtes dans un comté où il y a 18% de noirs, on s'attendrait à ce que les jurys comptent 18% de jurés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre variable, bien sûr, d'accusés noirs. On craint que les accusés noirs, jugés par des jurés blancs, soient mal jugés. Inversement, je donne un autre exemple, qui est le procès célèbre d'O.J. Simpson, un ancien joueur de football américain, accusé du meurtre de sa femme. Il est noir. Ses avocats, qui sont très bons, très efficaces, très bien payés, parce que Simpson est très riche, ces avocats arrivent à constituer un jury qui est à majorité noire. 7, je crois, 7 sur 12. 7 sur 12. Ouais. Est à majorité noire, et ce jury acquitte Simpson au pénal, alors qu'au civil, Simpson est considéré comme coupable, parce que les questions ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire que la couleur du jury peut être liée à la couleur de l'accusé. C'est un problème qui est propre à la société américaine et qui montre que quand on parle de la peine de mort, on ne peut pas se contenter de faire des réflexions juridiques, c'est d'ailleurs pas ma spécialité, mais il faut également comprendre comment fonctionne la société américaine avec ses clivages interraciaux qui aujourd'hui tendent à être moins prononcés, mais qui n'ont pas complètement disparu. Donc ça veut dire que la question qui est posée, c'est de savoir si les jurys sont victimes ou au contraire les auteurs de la discrimination raciale, et dans quelle mesure cela se reporte sur le procès des accusés. Vous disiez tout à l'heure donc 12 jurés, et il faut l'unanimité pour que ce soit condamné. Oui, alors, donc il y a vraiment des pressions énormes. Alors c'est ça a encore une différence avec la France. C'est-à-dire que la condamnation ne peut venir que si le jury est unanime. Ça veut dire que si le jury n'est pas unanime, il faut recommencer le procès. Alors ça, généralement, ça refroidit beaucoup les jurés. Parce que comme ils ont été tenus presque au secret pendant toute la durée du procès, et là, ça peut être très long, ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur, ils sont enfermés dans leur hôtel, on leur demande de ne pas lire le journal, de ne pas regarder la télévision, du moins les informations télévisées, donc ils peuvent regarder Dallas s'ils veulent, mais pas les journaux télévisés.
Ce qui fait qu'au bout de quelques semaines, ils ont hâte de rentrer chez eux. Alors, si il y a un juré qui est récalcitrant, qui dit non, moi je ne veux pas condamner, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu, la pression est forte parce que on lui fait comprendre qu'éventuellement, il faudra rester encore quelques semaines. Donc finalement, ça pousse à l'unanimité. Alors sur la composition des jurys, vous citiez notamment l'histoire du procès de J. Simpson, qui avait des avocats effectivement extrêmement compétents et qui ont réussi à glisser majorité de jurés noirs. Mais alors le problème essentiel également dans la justice américaine, c'est celui justement des avocats, parce que dans la plupart des cas, les accusés sont pauvres et bénéficient des services d'un avocat commis d'office, et souvent, même quasiment tout le temps, ils sont très inexpérimentés, mis à part dans les films américains, oui, où certains font... Oui, c'est-à-dire qu'en fait... là, on aborde le problème du racisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'accusés noirs. Et s'ils sont victimes du racisme, ce n'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est essentiellement parce qu'ils sont pauvres. Et se défendre, ça suppose que l'on puisse faire appel à des avocats compétents. Prenons par exemple un cas qui aujourd'hui est souvent cité dans les journaux, c'est celui de ce Français Zacharias Moussaoui, qui est accusé d'avoir été le 20e terroriste du 11 septembre, mais qui a été arrêté avant les attentats du 11 septembre. Bon, Zacharias Moussaoui, de toute évidence, n'a pas toute sa tête, mais il a demandé à être son propre avocat. Seulement, comme dans un premier temps, la juge, c'est une femme, la juge a accepté qu'il soit son avocat, c'est un droit. Mais comme Zacharias Moussaoui déraille et ne cesse pas d'injurier toute la justice américaine, on lui a fait obligation de choisir des avocats. Alors, choisir des avocats, ça veut dire trouver quelqu'un qui est disponible, qui est prêt à consacrer beaucoup de temps, puisqu'il assure toute la défense, hein. Il ne peut pas se référer au dossier du juge d'instruction, il n'y en a pas. C'est lui qui doit accumuler les preuves qui innocentent son client. Il faut donc qu'il passe beaucoup d'heures, il faut qu'il trouve les témoins de la défense, il faut qu'il sache les interroger, il faut qu'il connaisse la procédure, toutes choses qui ne correspondent pas nécessairement aux compétences des avocats commis d'office. Oui, vous dites juste pour donner une indication que pour constituer le dossier, il faut déjà entre 500 à 1000 heures de recherche et une durée équivalente pour la préparation des audiences. Oui, ouais. Alors si vous voulez, le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément d'avocats. C'est une nation terriblement procédurière. Il y a environ 1 million d'avocats aux États-Unis et il y a même une spécialité, alors en dehors de la peine de mort, qu'on appelle les avocats chasers, c'est-à-dire les avocats qui pourchassent les ambulances. Lorsque un accidenté de la route est transporté dans une ambulance, généralement il y a un avocat qui l'a repéré pour pouvoir arriver avec lui à l'hôpital, lui proposer ses services pour mettre en accusation la police, l'État, le comté, enfin bref, si vous voulez, les avocats manquent de travail. Alors c'est pour ça aussi que, comme la société est très procédurière, il y a beaucoup d'avocats d'affaires. Les avocats aux criminels sont bien payés quand ils ont une célébrité évidente, mais pour le reste du temps, ils sont mal payés. C'est pas ça qui attire dans la profession. Donc on commet d'office, et on commet d'office ou bien des jeunes, ou bien des incompétents. Et le résultat, évidemment, c'est que quand on est pauvre, on a forcément un avocat d'une qualité médiocre, et si on a un avocat d'une qualité médiocre, le dossier de la défense est forcément mal tenu, il est mal constitué. Donc, il y a plus de risques d'être condamné que dans notre système avec le juge d'instruction et les différentes procédures qui existent pour défendre l'accusé. D'autant plus que les juges, s'ils sont favorables en plus à la peine de mort, peuvent commettre un avocat qu'ils savent incompétent volontairement pour être sûr que... Oui, parce que c'est le juge en effet qui commet l'avocat. Ouais. Donc dans certaines circonstances, alors il ne faut quand même pas penser que c'est vrai partout. Hein. Bien sûr. Moi j'ai cité ces circonstances parce qu'elles sont énoncées par... un comité en faveur de l'abolition. Donc c'est vraiment des cas qui ont été cités comme étant spécifiquement scandaleux. Donc dans certaines circonstances, les avocats ne savent pas, un avocat dort, un autre avocat est alcoolique. Je crois que j'ai cité le cas d'un avocat qui est arrivé en retard à l'audience parce qu'il ne trouvait pas de place pour sa voiture. Enfin bref, ce sont des cas, si vous voulez, anecdotiques, malheureusement anecdotiques, parce que ça a des conséquences tragiques, ça.
Ça veut dire que l'accusé est condamné à mort plus facilement s'il est mal défendu, dans un premier temps. Parce qu'après cela, il y a toute la procédure des appels. On va revenir au recours, juste pour appuyer ce que vous venez de dire. Vous dites qu'il y a effectivement des statistiques qui font peur. Je vous cite, dans les États du Sud, 75% des condamnés à mort ont eu des avocats commis d'office. En Géorgie, une enquête montre que les accusés défendus par un avocat commis d'office courent presque 3 fois plus de risques d'être condamnés à mort que les accusés qui ont pris un avocat à leurs frais. Et vous citez aussi le Centre d'information pour la peine de mort qui dit « Les condamnés à mort ne sont pas ceux qui ont commis les crimes les plus odieux, mais ceux qui ont les plus mauvais avocats. » Oui, mais ça c'est l'avis du comité pour l'abolition. Hein. Ouais. Mais il est de fait qu'il y a certains cas qui sont proprement scandaleux. Alors, vous parlez justement des procédures d'appel. Alors ça, c'est vraiment très particulier aux Oui, États-Unis. c'est-à-dire que, voilà, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, un condamné à mort n'est jamais exécuté tout de suite. Ça peut être combien de temps maximum? Alors, la durée moyenne aujourd'hui, c'est de 10 à 11 ans. Oui. Je vous signale que la semaine dernière, la Géorgie, justement, a exécuté un condamné qui avait été condamné en 1975. Mais ces gens ont le temps de changer, c'est ça le problème? Bien sûr. Car, évidemment. Par exemple, on exécute des femmes. Bon, Karla Faye Tucker a été exécutée en février 1998, au Texas. Bon, Karla Faye Tucker avait commis un crime horrible 20 ans auparavant, non pas 20 ans, 16 ans auparavant, en 1982, avec son amant de l'époque. Sous l'effet de la drogue, tous les deux entrent dans la chambre où dormait l'ancien amant de Karla Faye Tucker avec sa nouvelle maîtresse, donc ils étaient deux dans le lit. Et Karla Faye Tucker, avec son nouvel amant, ont tué les deux personnes à coups de pioche. Et au cours de son procès, Karla Faye Tucker disait « À chaque fois que je donnais un coup de pioche, ça me provoquait un orgasme. » Bon. Vous savez, quand vous lisez ça à longueur de journée, il y a des moments où vous aspirez à traiter d'autres sujets, hein, quand même. Elle est condamnée à mort. Mais elle se transforme complètement. D'abord parce qu'elle a une sorte de révélation, elle fait un retour à la religion, elle devient born again, et de ce fait-là, c'est une autre personne. Elle finit même par épouser, en prison, le pasteur. Et elle est défendue par les églises protestantes, elle est aussi défendue par le pape. C'est-à-dire qu'il y a un vaste mouvement de protestation pour empêcher que Karla Faye Tucker soit exécutée, parce qu'elle n'est plus la même. George Bush était gouverneur du Texas à l'époque, il a refusé la grâce. Cela dit, il a refusé la grâce parce qu'au Texas, pour que le gouverneur accorde la grâce, il faut aussi d'abord l'accord d'un bureau des pardons. Donc c'est pas si simple que cela. Enfin, peu importe, elle est exécutée. Alors, évidemment, on se dit, mais c'est insupportable de laisser comme cela un condamné dans les couloirs de la mort pendant des années pour l'exécuter ensuite. Il faudrait raccourcir le délai. Surtout pas dire ça. Parce que si vous raccourcissez les délais, vous raccourcissez le nombre des appels. C'est-à-dire la possibilité pour le condamné de s'en sortir. Parce qu'il peut y avoir finalement un tribunal qui, en appel, considère que un procès précédent n'a pas été bien fait, qu'il faut recommencer, et que peut-être on découvrira des preuves supplémentaires. Donc la longueur du temps qui sépare la condamnation de l'exécution, c'est une protection du condamné à mort. Ce n'est pas une aggravation de la peine. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il vit. Et il a la possibilité, peut-être, de bénéficier d'appuis qui viennent de l'extérieur. Prenez par exemple un autre cas, celui d'un ancien militant du parti des Panthères Noires, c'est-à-dire un parti révolutionnaire qui utilisait la mitraillette dans les années 70 et qui a pris un nom musulman parce qu'il s'est converti à l'islam. Il s'appelle Mumia Abu Jamal. Bon, Mumia Abu Jamal est accusé d'avoir tué un policier à Philadelphie en 1982. Alors il y a eu un procès, puis d'autres appels. Et finalement, tout récemment, un tribunal rend un arrêt suivant lequel Abu Jamal est coupable, mais donc le premier jury a bien jugé, mais le deuxième jury n'a pas tenu compte des circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes. Donc il faut refaire le travail du deuxième jury.
Entre parenthèses, les Français mal informés ont cru que du coup, il était innocenté. Il n'est pas innocenté, il est toujours considéré comme condamné à mort. Simplement, il faudrait que le deuxième jury fasse son boulot. Abou Jamal bénéficie d'une popularité qui est exceptionnelle, puisque tout récemment, il a été déclaré citoyen d'honneur de la ville de Paris. Au grand scandale d'ailleurs des Américains, parce que c'est comme si à Washington ou à New York, on déclarait citoyen d'honneur un condamné français à la perpétuité. Par exemple, Patrick Henry, pour ne pas le citer, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le délai fait que tout est possible au cours de ce délai, parce qu'il y a toute une série d'instances judiciaires qui sont chargées de voir comment le procès a été fait, s'il y a des preuves supplémentaires, et même un juge, un seul, peut décider à un certain moment qu'il accorde un sursis pour se pourvoir de nouveau en appel. Et d'appel en appel, l'affaire peut remonter jusqu'à la Cour suprême, qui à ce moment-là rend l'arrêt définitif, c'est-à-dire c'est l'exécution ou c'est pas l'exécution. Donc vous voyez, c'est pour cela que le délai, c'est une mesure conservatoire qui sert les intérêts du condamné. Et puis ça permet aussi de découvrir des erreurs, parce qu'elles sont quand même très nombreuses. Vous citez notamment le district de Columbia une enquête qui prouvait que 68% des jugements sur 4800 et quelques avaient été cassés quand même. Oui, mais alors, c'est justement, je crois, ce point sur lequel il faut insister. Il y a deux manières d'interpréter cela. La première manière consiste à dire s'il y a des erreurs, c'est que la peine de mort est décidée à tort et à travers. La deuxième manière consiste à dire s'il y a des erreurs relevées, c'est parce qu'il y a des instances qui sont chargées de contrôler la première cour d'assises. Donc ça veut dire que les erreurs finales sont évitées. On ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, avec certitude, qu'un innocent ait été exécuté. Alors certains le prétendent, mais ils n'en ont jamais donné la preuve définitive. En revanche, il y a des innocents qui ont été libérés, ça oui. Donc si vous voulez, c'est difficile là aussi d'arriver à des conclusions nettes et définitives, parce que le système est tellement compliqué qu'on peut, en fin de compte, lorsque l'on est condamné, en tirer parti. Et le gouverneur, on n'a pas parlé de lui, quel est son pouvoir réel? Parce qu'on sent quand même qu'il est soumis aux influences, évidemment, du peuple. C'est quand même très difficile pour lui. Oui, alors, je parlais tout à l'heure de Mumia Abou Jamal. Vous savez que c'est une cause célèbre en France. Et je me souviens, il y a encore 2-3 ans, j'essayais avec ma voiture de traverser la place de la Concorde, ce qui est quand même déjà une aventure. Et il y avait une manifestation en faveur d'Abou Jamal, en criant « Innocent, innocent, libérez-le ». Pourquoi à place de la Concorde? Parce que c'est près de l'ambassade des États-Unis. Et les manifestants voulaient donc impressionner l'ambassadeur pour qu'il transmette au président des États-Unis, ce qui prouve qu'il n'était pas venu ici au Mans et qu'il n'avait rien compris au système de la peine de mort, parce que le président des États-Unis n'y est pour rien là-dedans. C'est le gouverneur de Pennsylvanie. Et le gouverneur de Pennsylvanie n'a pas d'ambassadeur à Paris. Alors, les gouverneurs disposent du droit de grâce pour les affaires qui touchent à leur État. De même que le président des États-Unis dispose du droit de grâce pour les affaires qui touchent au fédéral. Ce droit de grâce n'est pas considéré aux États-Unis comme nous le faisons en France. Parce qu'en France, c'est un héritage du pouvoir royal. Aux États-Unis, c'est mal vu. On considère qu'il n'est pas normal qu'un homme, fût-il gouverneur ou président, puisse annuler la décision d'un jury populaire. Au fond, pourquoi un homme rendrait-il la justice quand cette justice a déjà été rendue suivant toutes les formes requises par la procédure judiciaire? Alors il y a 3 formes d'action pour le gouverneur. Première forme, ça consiste à accorder un moratoire, c'est-à-dire à accepter que le condamné puisse poursuivre la procédure des appels et faire de nouveau appel auprès d'un tribunal ou auprès d'un juge. Ça, c'est temporaire, c'est limité dans le temps. La deuxième possibilité pour le gouverneur, c'est d'accorder la commutation de la peine. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, au lieu de la peine de mort, c'est la détention perpétuelle.
Et la troisième possibilité, c'est d'accorder le pardon, comme on dit, c'est-à-dire le condamné à mort sort de prison, il est innocent. Il est évident que là aussi, les choses changent d'État en État, puisque tout à l'heure j'ai cité le cas du Texas, où le gouverneur ne peut se prononcer que si auparavant un conseil judiciaire a donné un avis favorable en faveur de la grâce. Si l'avis est défavorable, le gouverneur n'a le droit de rien dire. Donc, dans le cas de Karla Faye Tucker, George Bush n'avait rien à dire, et contrairement à ce qu'on peut penser. Et en règle générale, d'ailleurs, ce conseil des affaires judiciaires au Texas est plutôt un chaud partisan de la peine de mort. Donc le gouverneur est limité dans ses actions. Alors, le gouverneur, c'est un homme politique, lui, comme le procureur, sauf que lui, il a une fonction encore plus importante. Le gouverneur, il va un peu dans le sens de ses électeurs, sauf s'il est sur le point de quitter ses fonctions et qu'il n'a pas l'intention de se représenter. Parce qu'alors là, il est libre de ses mouvements. Et c'est ce qu'on a vu en 2002, lorsque le gouverneur de l'Illinois, George Ryan, a décidé d'accorder un moratoire à tous les condamnés à mort de son État et à innocenter même plusieurs d'entre eux, c'est-à-dire à les faire sortir de prison. Alors le cas de George Ryan est symptomatique parce que c'est un républicain très proche de George Bush, donc il a même manqué à être candidat à la vice-présidence, c'est vous dire. Mais d'autre part, c'est un gouverneur qui était sur le point d'être attaqué pour malversation. Alors, est-ce qu'il a voulu se donner une belle image de marque avant de quitter ses fonctions pour éviter le procès qui allait suivre? Est-ce que subitement la conversion à l'abolitionnisme est tombée sur ses épaules et l'a fait agir dans le sens que je viens de dire? On ne sait pas très bien. Mais le résultat, c'est que les journaux français ont été pleins de George Ryan. Même aux États-Unis d'ailleurs. Mais aux États-Unis, c'était tantôt pour l'approuver, tantôt pour le critiquer. En France, c'était toujours pour l'applaudir. On citait toujours George Ryan. Regardez les journaux de l'année dernière, c'est vraiment le héros de la fête. Et on dit à chaque fois un proche de George Bush, etc. Mais je crois qu'on ne dit pas suffisamment dans quelles conditions les choses se sont faites. Donc si ça n'est pas cette condition-là, le gouverneur n'est pas suicidaire. Donc il a peu de chances d'agir comme l'a fait Ryan. Il y a un autre gouverneur qui a accordé un moratoire, c'est le gouverneur du Maryland, mais pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que lui aussi était sur le point de quitter ses fonctions. À la différence de Ryan, il ne court pas le risque d'être jugé pour malversation. Alors, plusieurs questions rapidement pour terminer, mais qui ont évidemment leur importance. Est-ce que l'effet dissuasif dont on parlait tout à l'heure a de l'effet? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la peine de mort, on a des preuves qu'elle a fait réellement baisser la criminalité? Non, absolument pas. Non, ça, je crois que, où que ce soit, on ne peut jamais prouver que la peine de mort soit dissuasive. Parce que c'est très simple à imaginer. Ou bien vous avez affaire à un pervers, il tue, et il tue en masse, ou il tue en grand nombre. La peine de mort n'exerce aucune action sur lui. Ou bien vous avez affaire à quelqu'un qui tue dans la précipitation, à la suite d'un vol, d'un viol, d'une effraction. Bon, celui-là, il a tué sans préméditation et à la limite, il n'est même pas passible de la peine de mort puisqu'il n'y a pas de préméditation. Mais même s'il y a préméditation, on ne peut pas dire qu'au moment d'appuyer sur la détente, il a pensé à toutes les conséquences judiciaires. Surtout que si vous regardez le quotient intellectuel de la plupart des condamnés à mort, il n'est quand même pas terriblement élevé. Il y a des gens très intelligents, mais il y en a qui ne le sont pas. Bon, autrement dit, je ne crois pas à l'effet dissuasif. En revanche, la justification aujourd'hui est une justification à la fois morale et religieuse, c'est-à-dire c'est la sanction. C'est pour ça que vous aviez raison tout à l'heure de citer ce passage des Écritures saintes qui dit que celui qui répand le sang de l'homme son sang doit être répandu, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que quand on a commis un crime de sang, la seule réparation que l'on puisse subir, c'est la peine de mort. C'est-à-dire qu'en fait, ça suppose qu'il y a un lien étroit entre les convictions religieuses et l'application de la peine de mort dans cette affaire. Quelle est la position donc justement des autorités religieuses? Comment elles se partagent? La plupart des églises sont contre. Ce qui prouve que la plupart des églises n'ont pas suffisamment d'influence sur leurs fidèles. En revanche, l'église baptiste du Sud est pour.
Mais si vous prenez l'Église catholique, qui est très militante contre la peine de mort, si vous prenez les méthodistes, les épiscopaliens, etc., vous trouverez un grand nombre qui condamnent la peine de mort. Si vous prenez les autorités religieuses du judaïsme, la plupart sont contre la peine de mort, mais il n'empêche que les fidèles, au moins dans certaines régions, sont favorables à la peine de mort. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la peine de mort, c'est aux États-Unis un problème régional, à la fois régional et religieux. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème qui touche l'ensemble du pays, c'est un problème qui touche les États du Sud, et surtout du Sud profond, c'est-à-dire dans les États qui ont une tradition de forte répression, de forte imprégnation religieuse, et qui restent persuadés que c'est la seule sanction possible. Justement, dans ces États du Sud et plus généralement aux États-Unis, est-ce que les Noirs sont encore beaucoup plus condamnés à la peine de mort que les Blancs? Non, c'est pas comme ça que ça se juge. En fait, toutes les statistiques montrent que ce qui compte, c'est pas la couleur de l'accusé, c'est la couleur de la victime. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une victime blanche, on fait beaucoup plus attention à son meurtrier. Quand il s'agit d'une victime noire, le procès est plus rapide et par conséquent peut aboutir à des solutions plus laxistes. Si vous prenez le cas de Karla Faye Tucker, c'était une blanche. Karla Faye Tucker n'était pas noire, c'était une blanche. Je me souviens même qu'on m'a interviewé sur M6, où j'avais fait un long discours de 10 minutes, et où on m'a simplement donné la possibilité de dire en 10 secondes Karla Faye Tucker était une blanche. Ce qui m'avait donné l'air très intelligent, parce que ça montrait une compétence profonde sur les États-Unis. Bon, cela dit, ça veut dire qu'en fait, la couleur de la victime détermine la gravité de la sanction. Donc c'est en fonction de la victime blanche que l'on condamnera un noir ou que l'on condamnera un blanc. Et c'est en fonction de la victime noire que l'accusé noir ou l'accusé blanc a des chances de s'en tirer. Alors comme on sait que la criminalité est très forte dans les ghettos noirs, que ce sont des noirs qui assassinent d'autres noirs, il est évident que là, la peine de mort est moins souvent requise et moins souvent appliquée que dans les cas où il s'agit de victimes blanches. Alors, il y a des évolutions positives, notamment depuis 2002. Vous disiez tout à l'heure l'impossibilité maintenant de condamner à mort des handicapés mentaux. Est-ce que la prochaine étape pourrait concerner les mineurs, enfin mineurs au moment en tout cas des crimes? Oui, ça je le pense. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a encore quelques États, très peu, qui ont la possibilité de condamner à mort ceux qui ont commis un crime quand ils avaient moins de 18 ans, mais plus de 17 ans. Donc c'est le cas du jeune garçon qui accompagnait le sniper de Washington. Par exemple, il est passible de la peine de mort s'il est jugé en Virginie. Jusqu'à maintenant, la Cour suprême s'est prononcée en faveur de l'exécution. Mais il est évident que l'orientation générale de l'opinion est plutôt pour un changement d'attitude. Je pense que dans les années à venir, il y aura un arrêt de la Cour suprême pour interdire ces exécutions, étant entendu que l'exécution n'a pas lieu quand le mineur a moins de 18 ans, parce qu'il y a toujours le délai. Donc ça veut dire que l'exécution a lieu quand l'ancien mineur a 30 ans, 35 ans, ça se fait beaucoup plus tard. Mais ça signifie quand même qu'il y aurait une justice égale pour tous, mais pour tous les adultes, et une justice différente pour ceux qui n'ont pas encore atteint la majorité légale. Quelle est aujourd'hui un peu la température dans l'opinion américaine entre les partisans? Est-ce que c'est assez proche ou est-ce que véritablement... Non, actuellement, le pourcentage en faveur de la peine de mort doit se situer entre 60 et 66%, quand même. C'est-à-dire une majorité, mais c'est une majorité globale. Y compris dans des États qui l'ont aboli? Oui, c'est-à-dire c'est une majorité nationale. Si vous prenez un État comme le Texas, la majorité pour la peine de mort est beaucoup plus élevée, et dans certains comtés encore plus élevée que la moyenne du Texas. Il y a des États qui l'ont aboli où les habitants sont partisans quand même de rétablissement. Oui, bien sûr. Mais vous savez, je le cite d'ailleurs dans mon livre, si on a fait un sondage en France aujourd'hui, 22 ans après l'abolition, 46% des Français sont favorables au rétablissement de la peine de mort. Donc ça nous laisse à réfléchir. C'est-à-dire que l'abolition de la peine de mort
c'est un acte politique ou judiciaire, mais c'est un acte qui ne peut pas se faire uniquement en fonction des sondages. C'est la leçon à en tirer. On sent quand même dans votre livre, enfin d'après les sondages en tout cas, que les Américains seraient quand même peut-être prêts à ce que la peine de mort soit remplacée par une peine de prison à vie, mais sans réduction de peine possible. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand on leur demande, supposons qu'on supprime la peine de mort, mais qu'on la remplace par la détention véritablement perpétuelle, alors là, il y a une majorité qui est favorable à l'abolition de la peine de mort pour la détention perpétuelle. Mais la détention perpétuelle, encore une fois, c'est une mort lente. Et puis en même temps, c'est extrêmement dangereux parce que vous créez de véritables bêtes sauvages dans les prisons, donc le personnel pénitentiaire doit essayer de les maîtriser, et il y a des assassinats qui sont commis dans les prisons. Donc ça veut dire que c'est pas tout à fait régler le problème. Alors moi je me demande, mais ça c'est mon opinion personnelle et elle n'engage que moi, si dans ces circonstances-là, dans les États qui ont la peine de mort, il ne faudrait pas donner aux condamnés le choix entre la détention perpétuelle sans libération et la peine de mort proprement dite. Mais il y a des condamnés à mort qui ont réclamé leur exécution. Et qui l'ont obtenu. Qui l'ont eu, oui.